Sur ce point, hein, les chefs d'État, en tout cas dans le communiqué final, ont décidé en tout cas de la mutualisation, de la coordination donc des actions diplomatiques, ainsi que donc de l'importance de parler d'une seule voix. Alors, je l'avais déjà noté ici, parce qu'avant, le chef de l'État du Niger s'était exprimé dans une longue interview et s'était exprimé sur la monnaie. Bon, j'avais trouvé qu'il n'avait pas pris assez de précautions et qu'il fallait que sur un certain nombre de points, il faut qu'on parle d'une même voix, qu'on ait des éléments de langage communs, et c'est ce qui a été décidé effectivement en diplomatie, comme au niveau de la communication, où il a été aussi recommandé l'explication du projet dans les langues nationales, dans les médias publics, comme dans les médias privés. C'est une bonne chose parce que si on ne coordonne pas nos actions, ça va aboutir à une cacophonie. Et puis, il ne faut pas qu'on se flatte. Il y aura des tentatives de déstabilisation sous toutes les formes. C'est-à-dire, soit par les moyens militaires, bon, ça je pense que ça, tout le monde a ça en tête, et comme le chef de l'État l'a rappelé, soit par d'autres moyens plus douces, qui peut peut-être amener un des trois à ne pas adhérer ou en tout cas à refuser de prendre un certain nombre de décisions, et ça peut bloquer le fonctionnement. Donc, comme on est trois, c'est une petite équipe qui devrait bien fonctionner. Sur le papier, c'est très beau. Moi, j'étais encore petit au moment de la création de la CEDEAO, mais lorsqu'on a lancé l'Union africaine, avec tous les principes, les objectifs, les moyens qui ont été prévus, tout, c'était vraiment très beau. C'est-à-dire, on rêvait de traverser, d'aller dans n'importe quel pays africain avec juste un passeport sans visa. Maintenant, ce que j'ai dit au début, le plus dur commence. Le plus dur commence. Il y a beaucoup d'espoir dans ce projet-là. Les populations espèrent beaucoup dans ce projet-là. Donc, le plus dur commence et il faudra vraiment travailler pour que le peuple ne soit pas déçu par ce projet-là. Justement, quel est votre point de vue, comme la Confédération est mise en place pour l'avenir? Est-ce que vous pensez que les projets donc, qui ont été définis dans le cadre donc, de cette Confédération, de l'AES, vont se mettre en place assez rapidement, comparativement à ce qu'on voit justement avec la CEDEAO, l'Union africaine ou d'autres organisations sous-régionales? Est-ce que vous pensez qu'ici, il y a plus de chances de mettre en place plus rapidement, plus efficacement, donc les décisions qui ont été prises? Alors, sur le mécanisme, comme nous ne sommes que trois, ça devrait aller vite. Mais il faut attendre de voir. D'autant que je n'ai pas vu, peut-être que ça m'a échappé, comment les décisions des chefs d'État sont mises en œuvre. Il n'y a pas de... parce qu'à un moment, j'avais cru entendre qu'on allait parler de commission, c'est la commission mixte, ou de secrétariat permanent, ou de commission exécutive. Entre deux sommets, comment on met en œuvre les résolutions, les décisions qui ont été prises par les chefs d'État. Bon, je n'ai pas vu parce que tout dépendra de là. Tout dépendra de là, des mécanismes qu'on va mettre en œuvre pour appliquer les décisions des chefs d'État dans les trois pays, avec la banque. Bon, voilà, on espère que les ministres des Affaires étrangères et les ministres en charge du développement ont été donc instruits de prendre les dispositions pour exécuter cette décision. Voilà, bon, je pense que la première chose, pour celui qui est un ressortissant du pays de l'AES, c'est de savoir est-ce qu'il pourra toujours circuler librement dans l'espace CEDEAO. Bon. Pas CEDEAO, mais AES. Non, dans l'AES, il n'y a pas de problème. Ça devrait pour moi, il n'y a pas de souci. Oui, non, mais oui, on n'est pas dans la CEDEAO, mais on peut quand même, c'est pas interdit d'aller dans un pays même de la CEDEAO. Donc, comment on y va? On y va avec un visa ou comment on y va? Donc, je pense que cette question-là, c'est le rôle du ministère des Affaires étrangères de régler cette question-là rapidement pour que les citoyens soient situés. Bon, il y a, au moment où nous parlons, je crois qu'il y a le sommet aussi de la CEDEAO qui se tient. On va y revenir donc, tout à l'heure. Ça permettra aussi de lever un certain nombre d'équivoques parce qu'au moment où nous parlons, il y a des gens qui veulent peut-être prendre l'avion pour aller à Abuja ou à Dakar ou à Abidjan. Bon, maintenant, comment ça va se passer? Peut-être dans les premiers jours, il n'y aura pas de souci. Mais dans les mois qui viennent, comment ça va se passer? Je pense que c'est une question qu'il faut élucider rapidement pour rassurer les citoyens. D'accord. Alors, Ahmed connaît votre analyse, votre commentaire donc sur la mise
en œuvre l'exécution sur le terrain des décisions qui ont été prises? Est-ce que vous pensez qu'il y aura plus de célérité que ce qu'on a l'habitude de voir dans les organisations internationales? Moi, j'ai le sentiment que dès la naissance de l'AES, les choses ont commencé à se mettre en place. Parce que les ministres se réunissent, les experts se réunissent et on a cheminé jusqu'à aujourd'hui. Cela veut dire que déjà les mécanismes sont en train de se dérouler finalement. Et les déclarations des chefs d'État tendant à nous rassurer, me rassurent. Parce que non seulement ils sont déterminés, mais en plus, il y a des problèmes qu'on a sur les bras. Il y a la sécurité, mais ce n'est pas seulement la sécurité. Il y a, comme on a dit là, Vokuma l'a dit tout à l'heure, la libre circulation. Parce que les populations veulent être sûres qu'elles n'auront pas de problème pour traverser les frontières. Donc, il faut déjà penser à un passeport. Je ne sais pas, on ne peut pas parler de carte d'identité. Peut-être des documents de voyage, ça va être plus... Disons les documents de voyage, c'est très important. Une carte d'identité, vous pouvez aller dans l'espace. L'espace CEDEAO. Bon, sauf le Sénégal. Le Sénégal, oui, qui n'accepte pas les pièces d'identité. Oui. Bon, alors, le Sénégal n'accepte pas quelle pièce d'identité? La pièce d'identité nationale burkinabé. Parce que selon, en tout cas, les autorités sénégalaises, ce n'est pas une pièce biométrique. Oui, c'est ce qui est donné comme explication. Bon, les gens voyagent, en tout cas, je ne sais pas. Oui, mais pas avec la pièce d'identité à l'aéroport, par exemple. Ok. Oui. D'accord. De toute façon, on a le passeport de la CEDEAO jusqu'à en fin d'année, non? Je crois quelque chose comme ça. Nous sommes dans la CEDEAO encore jusqu'à la CEDEAO. C'est ça, voilà. Donc il y a quand même un minimum de délai. Je crois que nos services diplomatiques sont là. Et moi, j'ai même dit ici à la création de l'AES qu'il va falloir trouver une forme d'entente avec des organisations comme la CEDEAO pour continuer, parce que c'est toujours la même Afrique. Je crois que ce n'est pas parce qu'on a créé une entité sahélienne qu'on va finalement se rejeter les uns les autres, parce qu'on ne peut même pas barrer la route aux populations. Je crois que ça, c'est très important. Et la question de la monnaie va se poser nécessairement. Les gens aimeraient bien être rassurés. Je crois que les déclarations des chefs d'État, surtout le chef d'État du Niger, ont tendance quand même à nous rassurer qu'on non seulement ils y pensent, mais si on en parle, cela veut dire qu'on a fait déjà un bout de chemin. Mais on ne peut pas tout dire aujourd'hui. Donc il faut que les gens comprennent que ça va progressivement parce qu'on va être sûr de notre coup, comme on dit. Et autre aspect, tout à l'heure, là, quand il est intervenu, Kentega, il a parlé de recherche. Je crois que dans le développement, tout est déjà dedans. Et je crois que, de toute façon, nous sommes, par exemple, tellement nous sommes à l'ère du paludisme. Donc, il est certain que nos services techniques travaillent ensemble. Il y a non seulement l'OMS, mais nous avons quand même d'autres entités ouest-africaines avec lesquelles nous avons quand même partie prenante. Alors, donc, l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et je pense que en dehors, si nous voulons parler de tout, ça ne pourra pas aller parce qu'effectivement, les mécanismes qui sont en place auront simplement à se ressouder, puisque de part et d'autre des frontières, quand même, les gens collaborent. Et les mécanismes vont être mis en place pour que les trois États travaillent de façon harmonieuse. Ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. C'est parce que, comme on dit, c'est l'homme qui est pressé. Mais je suis convaincu que déjà, il y a pas mal de choses qui sont en route, qui rassurent quand même que, si on a pris cet engagement, ça veut dire qu'on est déterminé. Et si les chefs d'État sont déterminés, je ne vois pas qui va les empêcher de faire la réalisation, de réaliser, disons, l'espoir non plus de trois peuples, mais d'un peuple aujourd'hui, le peuple du Sahel. D'accord. On va aller très rapidement, Kentega, votre point de vue sur la mise en route de ces différentes décisions, mais également, on va vous permettre de réagir très rapidement sur le discours prononcé par le président du Faso à cette tribune. Bon, pour ce qui est du discours du chef de l'État, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On le connaît avec son tempérament, beaucoup plus, j'allais dire,
il est beaucoup plus agressif que donc ces deux doyens. Moi, j'aime dire que c'est une crème donc des armées qui se sont associés à la tête des États. Vous avez un général, vous avez un colonel, puis vous avez un capitaine. Donc, bon, après, je crois qu'il n'y a rien à dire. Tout ce qu'il a dit, il a coutume de le dire. Le plus important, c'est l'engagement farouche qu'il a à vouloir que les décisions de ce que doivent être nos États soient décidées par les Africains eux-mêmes. Et comme il n'y a pas d'héros solitaires, moi je pense qu'aujourd'hui, on a déjà eu les expériences des colonels passés, donc juste après les indépendances. On a vu aussi l'expérience de nos premiers engagés dans le panafricanisme, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Amilcar Cabral, Marcus Garvey, etc. Vous avez Julius Nyerere, etc., etc. Mais à l'époque, on n'avait pas une masse critique et on n'avait pas une somme d'expérience. Et comme Kwame Nkrumah l'a dit, pour ce qui est de l'Afrique, qu'on nous permette de faire nos propres erreurs et d'avancer. Malheureusement, à chaque fois que des décideurs viennent avec de relents, donc de l'unité africaine sincère et vraie, après, il faut aussi regarder aussi comment vous travaillez structurellement à ce que ce soit mis en place. Pour moi, je pense que rapidement, il faut mettre en place une université commune. C'est-à-dire une université où on va sélectionner des jeunes dans différentes filières qu'on va former. Si vous prenez l'Union européenne, vous avez eu, avant la mise sur pied de l'Union européenne, vous avez les universités comme Eureka et Erasmus qui étaient déjà des universités qui ont permis à la crème des différents pays donc de l'Union européenne de pouvoir se retrouver dans les universités. Et après, vous avez, sur 10 ans ou 20 ans, vous avez une crème, une intelligentsia qui reste toujours dans les relents, dans les valeurs qui ont prévalu, donc à la décision de mettre en place la confédération. Donc au niveau de l'élite intellectuelle qui est par moment très enclin à un certain nombre de principes et de valeurs, souvent qui ne rentrent pas dans le pragmatisme. Je pense qu'aussi il faut travailler à ce niveau-là, harmoniser les compréhensions et travailler à ce que les gens aussi comprennent les enjeux liés à la dynamique du monde. Parce que cette crise qui se passe dans le Sahel, qui a vu naître la Confédération, est née dans un contexte bien précis où vous avez presque une guerre froide qui se passe dans le monde, avec des crises un peu partout. Et pour ce qui est de l'Afrique, nous avons tant souffert. Nous avons souffert des rébellions, nous avons souffert des guerres civiles, etc. Oui. Et tout dernièrement, quand vous regardez visiblement les agissements de certains pays qui ne sont pas de l'AES, au niveau des frontières de l'AES, ça justifiait l'urgence même de ce sommet-là. Vous avez la frontière nord du Mali avec la Mauritanie qui causait problème. On a eu des incursions et des difficultés là-bas. La frontière avec l'Algérie et le Mali. Vous avez la frontière du Burkina et la Côte d'Ivoire où il y a eu des incursions, on ne sait pour quelle mission à Elintra. Et vous avez le Niger qui était en difficulté avec le Bénin, avec la visite donc de monsieur le colonial qui est venu tout dernièrement là-bas. Donc, visiblement, quand vous regardez en fait les remous donc au niveau donc des frontières de ces trois pays-là qui ne sont plus donc dans la CEDEAO de façon décisive. Donc il va falloir justement tenir compte de tous ces paramètres-là et puis bon travailler à opérationnaliser un certain nombre d'instruments. Par exemple, moi je suis de ceux qui estiment que pour mettre une radio à Dori, pour justement commencer à parler en Fulfulde, en Djerma, en Moré, en Gourmachema, etc., ça coûte rien du tout. À Tillabéri, on peut arroser Tillabéri jusqu'à Niamey, etc., au Mali, etc. Ça peut être peut-être du côté du Mali, ça peut être du côté du Niger. Moi, ça me pose aucun problème, mais parce que justement, l'information est très capitale dans ce qui se passe dans le Sahel. Donc, pour moi, il faut mettre rapidement en place une radio, peut-être à l'image de Africa numéro 1 qu'on a bazardé avec le temps. On sait ce qui s'est passé. Il faut aussi peut-être une télévision, pourquoi pas, parce que j'ai comme l'impression que peut-être nos télévisions nationales actuellement ne sont pas encore dans l'enveloppe de ce qui se passe dans le Sahel comme il se doit. Parce que j'estime aujourd'hui que
il y a une grande guerre médiatique à mener, en même temps qu'il y a la guerre à mener sur le terrain. Donc moi je pense que c'est déjà une très bonne chose, cette dynamique-là. Et j'ai écouté aussi le président donc, du Mali, le président donc, du Niger. Je vois que on a aujourd'hui une lisibilité de ce qu'est l'AES. Maintenant, à l'intérieur, il faut mettre un certain nombre d'instruments. Et je pense que la culture aussi, il y a des choses qu'on peut opérationnaliser. Au niveau de la culture, nous avons dans le temps, c'est vrai que dans le cadre de la colonisation, on a défait donc très rapidement parce qu'on est nos autorités locales et culturelles. Mais aujourd'hui, je suis désolé, il faut recentrer les autorités coutumières et religieuses qui ont brillamment qui ont une certaine historicité de ce qu'a été la colonisation. Il faut les recentrer autour d'un certain nombre de décisions aujourd'hui de l'État moderne. Les recentrer, ça ne veut pas dire les mettre au premier plan, mais il faut trouver un mécanisme pour qu'ils puissent agir convenablement dans le cadre donc, de cette alliance-là. Bon, pour ce qui est de, j'allais dire, vous m'avez posé la question sur la CEDEAO aussi, non? Non, la CEDEAO, on en parle tout à l'heure. Donc, dernière réaction sur ce sujet, Adama. Dernière réaction, je crois que je vais rebondir sur le discours du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est un discours offensif à l'endroit de l'impérialisme et de ses valets locaux, et ceux qu'il a qualifiés de salon, d'esclaves de salon. Et je crois que, en tout cas, il est déterminé et à cette allure là, en tout cas, je me dis que ce qu'ils se sont fixés comme objectif à travers cette confédération, je crois que s'ils s'y mettent le double avec l'opérationnalisation d'un certain nombre d'instruments, voilà, je crois que d'ici là, on pourrait s'en sortir. Maintenant, l'autre aspect le plus important aussi, c'est de rester aux aguets parce que l'impérialisme, comme il a dit, il viendra sous toutes les formes, voilà, parce que c'est un élève qui a la sourde oreille et qui viendra sous toutes les formes pour d'éventuelles déstabilisations. On l'a vu malheureusement avec la Libye, où le président Nicolas Sarkozy, avec toute sa bande, ont déstabilisé cette zone-là et qui se répercute aujourd'hui. Et un monsieur même d'ailleurs que la CPI devrait poursuivre pour crimes de guerre et d'assassinat. Et donc je me dis qu'aujourd'hui, il va falloir que l'AES opérationnalise et fortifie ses forces de défense et de sécurité, voilà, pour rester en alerte maximale au niveau des frontières, surtout d'un certain nombre de pays qui ont des agissements contraires à la moralité. Merci donc pour vos différences. On est très pris par le temps parce qu'il nous laisse 40 minutes avec deux sujets sur la 20 minutes, pardon. Oui. Non, j'ai noté que le sommet a été béni par un archevêque et un imam, en français et en arabe. Bon, la prochaine fois, si ça se passe au Burkina par exemple, oui, ben non, il faut que nous sommes dans l'endogénéité ici. Donc il faut qu'il y ait aussi des valeurs endogènes, voilà, des personnalités qui incarnent ces valeurs endogènes là, qui viennent venir faire donc la bénédiction. Voilà, parce que moi je me reconnaîtrais mieux dans cet aspect-là. J'ai parlé par exemple des notabilités coutumières et religieuses, parce que là aussi, il faut nous dire il faut qu'on dise la vérité. C'est vrai que ce sont des militaires aujourd'hui qui sont nos chefs d'État, mais après aussi il faut qu'on puise dans l'histoire. On puise dans l'histoire, doyen, moi j'ai pas été sous la Révolution, mais je sais que le premier poste colonial de l'armée sur nos territoires, c'était carrément du côté, donc avant l'arrivée des Desnaf, c'était carrément du côté donc de, je crois après Desnaf, c'était en 1900, c'était carrément à Dori. Je crois que sous la Révolution, la première région militaire, c'était à Dori. Parce que quand vous regardez dans cette zone des trois frontières, vous avez des peuples comme les Sonrai, les Peuls, vous avez les Bella, vous avez etc. Et vous avez vu que l'organisation administrative et socio-culturelle, elle est carrément différente, un peu plus de nos trois États, un peu plus au sud. Donc moi je pense que les Touaregs également, etc. Donc moi je pense qu'il faut aussi travailler avec certaines entités locales de l'AES pour justement certaines décisions. Parce que ça va permettre à la base de mieux comprendre les décisions au niveau global. On vous a bien compris. Alors on va parler de la CEDEAO. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire. Partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.